L'Europe s'enfonce, l'économie stagne et pendant ce temps, Bruxelles envoie des milliards en Ukraine. Viktor Orban, lui, refuse de rester les bras croisés. Dans un discours choc, il dénonce l'aveuglement des élites européennes, fustige le Parti populaire européen et s'attaque à ceux qui, selon lui, veulent faire tomber son gouvernement pour mieux livrer la Hongrie à Bruxelles. Baisse d'impôts historiques, priorité aux familles, protection des PME. Orban annonce une contre-offensive économique et politique. Mais derrière ce discours musclé, une question brûlante. L'Europe va-t-elle choisir la paix ou continuer à s'enfoncer dans une guerre qui ruine ses citoyens ? Écoutez bien ce qu'il dit, car si Orban a raison, les mois à venir pourraient bouleverser l'équilibre de l'Union européenne. Les données économiques décevantes ont surpris l'audience, et le gouvernement s'attendait également à une croissance plus forte lors de la planification budgétaire de l'année dernière. Pourquoi la performance de l'économie hongroise est-elle restée stagnante? Les données mensuelles seront transmises dans une semaine ou deux, mais nous connaissions déjà les chiffres d'hier. Les raisons sont claires. L'ensemble de l'économie européenne est en stagnation à cause de l'Union européenne, et en tant que membre de l'UE, nous en subissons les conséquences. Par exemple, l'Autriche, dont les résultats sont encore plus faibles que les nôtres, est un cas surprenant pour un pays riche, mais l'Allemagne se situe à un niveau similaire au nôtre. En général, les pays les plus liés à la sphère économique allemande rencontrent des problèmes. Ces raisons existent, mais honnêtement, elles ne m'intéressent pas vraiment. Bien sûr, c'est bien de comprendre pourquoi cela arrive, nous sommes des êtres rationnels, mais d'un point de vue politique, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ce que nous devons faire maintenant. J'en ai déjà discuté la semaine dernière avec les ministres en charge des questions économiques. Nous ne devons pas adopter une position passive, en expliquant que la faiblesse de l'économie européenne est due à la guerre et aux milliards envoyés en Ukraine, qui manquent à notre économie. Si nous commençons à justifier nos difficultés par des facteurs extérieurs, même s'ils sont vrais, nous perdons notre capacité d'action. Je ne m'intéresse pas aux causes, mais à la manière dont nous pouvons réussir malgré tout. Comment atteindre nos objectifs pour 2025? Même si des événements imprévus surviennent, des émeutes, des grèves, ou autres, nous devons tenir nos engagements. C'est pourquoi, malgré les prévisions de croissance décevantes, nous avons adopté à l'Assemblée nationale le plus grand programme de réduction fiscale d'Europe. Nous aurions pu dire, c'est la faute de l'économie européenne. Les dirigeants européens ont envoyé 140 milliards d'euros en Ukraine. Si cet argent était resté dans l'économie européenne, nous aurions eu de la croissance, pas de la stagnation. Mais cela ne nous aide pas aujourd'hui. Pourtant, nous avons lancé ce programme de baisse d'impôts, notamment pour les mères de famille. À partir d'octobre, celles qui ont 3 enfants et ont moins de 40 ans ne paieront plus d'impôts sur le revenu à vie. À partir de 2027, ce sera étendu aux moins de 50 ans, puis aux moins de 60 ans. Nous ne renoncerons pas à cet objectif. Il en va de même pour les PME. Nous maintenons le programme d'Emjan Sandor, avec 1400 milliards de forints destinés aux petites et moyennes entreprises. Nous ne le réduirons pas, malgré la conjoncture européenne défavorable. Sur la situation européenne, l'UE continue de soutenir fermement l'Ukraine, alors que les médias américains et même russo-ukrainiens commencent à douter. Que faut-il changer en Europe pour relancer l'économie? La Hongrie a perdu 20 milliards d'euros, un pays de 10 millions d'habitants. L'Allemagne, avec 84 millions d'habitants, en a perdu bien plus. Si tout cet argent était resté dans l'économie européenne, nous n'aurions pas ces problèmes. La clé, tant qu'il y aura une guerre, et tant que l'Europe ne se tournera pas vers la paix, notre économie restera en difficulté. Il y a aujourd'hui une initiative de paix portée par les États-Unis, Trump. Nous devrions la soutenir. Mais les dirigeants européens veulent encore la guerre et essaient même de bloquer les efforts de paix américains. C'est une erreur, car sans les États-Unis, l'Ukraine ne peut pas financer son armée ni son économie. Le président ukrainien a lui-même déclaré au Conseil européen qu'il voulait une armée d'1 million de soldats, mais qu'il n'en avait pas les moyens et exige que l'UE paie si les Américains se retirent. Au lieu de dépenser notre argent pour une guerre lointaine, nous devrions renforcer notre propre économie et notre armée. Mais Bruxelles préfère envoyer des milliards en Ukraine. Sans les Américains, cet argent sera gaspillé.
Sur la politique intérieure hongroise. Le Parti populaire européen, PPE, a adopté une résolution soutenant l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE. Le parti TISZA, allié au PPE en Hongrie, parle d'un référendum, mais en réalité, ils veulent cette adhésion. Nous devons l'empêcher, car elle nuirait à la Hongrie. Pourquoi Bruxelles et Budapest voient-ils les choses différemment? Bruxelles pense que l'adhésion ukrainienne peut être financée par des fonds communs, donc par la dette. Nous savons que cela alourdirait notre dette et pénaliserait nos enfants. Certains pays de l'UE ont déjà des intérêts économiques en Ukraine et espèrent récupérer une partie des fonds envoyés. Mais la Hongrie serait perdante. Sur le référendum et l'opposition. Le mouvement de résistance nationale a lancé une pétition contre Kinga Kollár, TISZA, qui travaille activement à bloquer les fonds européens pour la Hongrie. Elle l'a elle-même admis, son but est d'affaiblir le gouvernement pour que son parti prenne le pouvoir. Manfred Weber, PPE, a déclaré qu'il voulait un changement de gouvernement en Hongrie. L'objectif est clair, installer un gouvernement pro-Bruxelles. Si cela arrive, les conséquences seront graves. Fin du bouclier tarifaire, les factures d'énergie exploseront, comme en Slovaquie ou en Pologne. Abandon de la politique familiale et imposition de l'idéologie du genre. Suppression de la taxe sur les multinationales. Notre priorité. Empêcher de nouveaux transferts d'argent vers l'Ukraine. Protéger les emplois, 4,7 millions de travailleurs. Poursuivre les baisses d'impôts et soutenir l'industrie, 150 nouvelles usines cette année. Tenir nos promesses, revalorisation des retraites, etc. Nous ne renoncerons à aucun de nos objectifs pour 2025. Alors que l'économie européenne montre des signes de stagnation persistante, voire de récession dans certains pays, la Hongrie, par la voix de Viktor Orban, tire une sonnette d'alarme qui mérite une attention sérieuse. Le Premier ministre hongrois relie directement la faiblesse actuelle de l'économie européenne à des choix politiques majeurs, en particulier le soutien financier massif apporté à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et à y regarder de plus près, ces mises en garde s'appuient sur des faits concrets, des tendances macroéconomiques indiscutables, et des choix politiques qui fragilisent à long terme la souveraineté économique des États membres. Pour comprendre la critique des Orban, il faut d'abord observer le contexte général. L'économie européenne dans son ensemble est en stagnation. La croissance est faible, voire nulle, en Allemagne, en Autriche, et dans plusieurs pays de l'Est et du Sud de l'Union. Or, ce sont justement ces pays, souvent très dépendants des exportations industrielles ou de la consommation intérieure, qui subissent de plein fouet les contre-coups de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. L'Allemagne, par exemple, traditionnel moteur économique de l'UE, affiche une croissance inférieure à celle de la Hongrie selon certaines projections. L'Autriche, que l'on aurait pu croire mieux protégée, connaît une performance encore plus faible. Ce constat partagé est en soi déjà inquiétant. Mais là où Orban va plus loin, c'est en identifiant clairement une cause politique à cette détérioration, l'affectation de milliards d'euros à la guerre en Ukraine, alors même que les économies nationales s'affaiblissent. Selon lui, les choix faits à Bruxelles ne sont pas neutres, ils transfèrent des ressources colossales vers un conflit qui semble s'enliser, au lieu de soutenir la reprise économique du continent. Il cite un chiffre précis, 140 milliards d'euros ont été envoyés en Ukraine par les institutions européennes et les États membres. C'est une somme astronomique, qui dépasse de loin les budgets de relance nationale post-Covid dans certains pays, et qui n'a pas eu d'impact visible sur la paix ou la stabilisation de la région. Pire, elle entretient une guerre dont on ne voit pas l'issue. Orban fait un calcul simple, mais implacable. Si ces centaines de milliards avaient été injectés directement dans l'économie européenne, que ce soit dans les infrastructures, la transition énergétique, le soutien aux PME, ou la lutte contre l'inflation, les effets auraient été tangibles. Il ne s'agit pas d'un raisonnement hypothétique, la Hongrie, avec 10 millions d'habitants, affirme avoir perdu 20 milliards d'euros dans ce transfert vers l'Ukraine. Rapporté à la population, cela représente un poids écrasant. Pour l'Allemagne, avec ses 84 millions d'habitants, la perte est bien plus lourde, et cela dans un pays déjà en difficulté industrielle. À ce stade, il devient difficile de nier le lien entre la politique étrangère de l'Union et ses difficultés économiques internes. La dette augmente, les marges budgétaires se réduisent, et les citoyens ressentent directement les effets, inflation élevée,
stagnation des salaires, pression fiscale croissante et affaiblissement de l'investissement public. Les gouvernements sont de plus en plus contraints de choisir entre aider leur propre population ou répondre aux exigences de Bruxelles en matière d'aide militaire et économique à l'Ukraine. C'est là qu'apparaît la question de la souveraineté. Pour Orban, l'Union européenne n'est plus dans une logique de coopération entre États souverains, mais dans une logique centralisée, technocratique, voire idéologique, où les décisions sont prises sans réel débat démocratique. Il illustre cette dérive en évoquant le projet d'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE, soutenu par le Parti populaire européen et certaines figures hongroises de l'opposition. Il y voit une trahison des intérêts nationaux, non seulement cette adhésion ferait exploser les transferts budgétaires, mais elle serait aussi financée par la dette commune, autrement dit par les générations futures. Une dette que devront assumer les États, sans avoir eu leur mot à dire sur sa pertinence stratégique. Dans cette optique, il est légitime de s'interroger, jusqu'où l'Union européenne peut-elle aller dans le soutien à l'Ukraine sans s'autodétruire économiquement? Le président ukrainien a récemment déclaré vouloir une armée d'1 million d'hommes. Mais il a aussi reconnu que l'Ukraine n'a ni les hommes, ni les moyens pour la financer. Il a donc demandé à l'Union européenne de payer. En d'autres termes, ce sont les contribuables européens qui sont sommés de financer une guerre longue, coûteuse, et dont l'issue militaire reste hautement incertaine, surtout si le soutien américain venait à se retirer. D'ailleurs, Orban le souligne, sans les États-Unis, l'Ukraine ne peut pas survivre économiquement ni militairement. Et à Washington, la volonté politique de continuer à financer cette guerre s'effrite. Même au sein de l'administration Biden, les critiques se multiplient. Quant à Donald Trump, il fait campagne sur l'arrêt de ce soutien et la recherche d'un accord de paix rapide. L'Europe, elle, persiste à vouloir jouer un rôle de premier plan, mais sans en avoir ni les moyens économiques, ni la cohésion politique. Ce décalage est dangereux, il expose l'Union à une forme de dépendance stratégique inversée, où elle devient prisonnière d'un conflit qu'elle ne maîtrise pas et qui grève ses capacités d'investissement. Paradoxalement, pendant que Bruxelles se focalise sur l'Ukraine, certains pays membres, comme la Hongrie, cherchent à redresser leur économie par des mesures concrètes. Orban évoque par exemple un programme massif de baisse d'impôts, ciblé sur les familles et les petites entreprises. À partir d'octobre, les mères de familles de moins de 40 ans avec 3 enfants ne paieront plus jamais d'impôts sur le revenu. Et à partir de 2027, cette mesure sera étendue aux femmes de moins de 50 ans, puis de moins de 60 ans. Ce n'est pas une politique symbolique, mais un levier économique puissant, elle vise à relancer la consommation, soutenir la natalité et renforcer la classe moyenne. De même, le programme d'Emergence Andor, qui prévoit 1400 milliards de forints pour les PME, est maintenu, malgré la conjoncture. Cette stratégie économique offensive contraste avec l'attentisme de Bruxelles. Tandis que la Commission européenne demande des ajustements budgétaires et impose une discipline austéritaire, certains États membres font un choix différent, celui d'agir, de protéger, de stimuler. Ce choix implique une vision politique forte, mais il révèle aussi la fracture croissante entre l'Europe des institutions et l'Europe des peuples. Enfin, la critique d'Orban ne se limite pas à la seule sphère économique. Elle touche aussi à des enjeux culturels, sociaux et identitaires. Il avertit qu'un changement de gouvernement imposé par Bruxelles, soutenu par le PPE et certaines forces internes, aurait des conséquences profondes, fin du bouclier tarifaire sur l'énergie, explosion des factures, abandon de la politique familiale, suppression de la taxation des multinationales, et promotion de l'idéologie du genre dans l'espace public et scolaire. Que l'on partage ou non ces positions, il est clair qu'il s'agit d'une lutte pour le modèle de société, un modèle fondé sur la souveraineté, la famille, la production nationale, contre un modèle plus mondialisé, financiarisé et aligné sur les priorités géopolitiques américaines. En conclusion, le discours de Viktor Orban met en lumière un paradoxe fondamental de la stratégie européenne actuelle, au nom de la solidarité et de la géopolitique, l'Union affaiblit sa base économique, creuse les inégalités, augmente la dette et fragilise la souveraineté de ses membres. La guerre en Ukraine est devenue un point de bascule. Tant que l'Europe restera dans une logique de confrontation, sans chercher sérieusement la paix, elle poursuivra une trajectoire d'affaiblissement interne. Orban propose une alternative, rompre avec l'orthodoxie bruxelloise, réorienter les ressources vers les citoyens européens, et soutenir toute initiative réelle de paix y compris si elle vient de Washington.
À l'heure où les citoyens européens font face à des difficultés croissantes, cette voix dissidente, qu'on le veuille ou non, mérite d'être entendue. En somme, derrière les chiffres froids et les discours diplomatiques, une réalité se dessine, celle d'une Europe qui s'endette, qui s'affaiblit, et qui semble sacrifier ses propres intérêts économiques et sociaux sur l'autel d'un conflit dont elle ne maîtrise ni l'origine ni l'issue. Le message de Viktor Orban, qu'on l'approuve ou non, soulève une question essentielle: l'Union européenne peut-elle continuer à soutenir indéfiniment l'Ukraine sans mettre en péril sa propre stabilité économique et sa souveraineté politique? Et vous, pensez-vous que l'Europe doit continuer dans cette direction, ou est-il temps de remettre en question cette stratégie avant qu'il ne soit trop tard? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.